Quand on arrive dans un marché comme celui-ci, ça c'est la première page où on a le top 100 des crypto-monnaies, on est déjà, pour ceux qui nous suivent depuis un bon bout de temps, vous devez déjà connaître au moins ce qui se cache derrière 30 de ces crypto-monnaies qui se retrouvent dans le top 100 aujourd'hui. Ce sont les crypto-monnaies qui sont généralement les pionniers ce sont les pionnières dans un secteur bien précis. Et c'est pour ça que ces crypto-monnaies se retrouvent dans le top 100. Donc vous devez directement connaître ce qui se cache derrière Ethereum classique, derrière Worldcoin, derrière Aave, Filecoin, Algorand, Lido Finance, Uniswap, TIA, KuCoin, Ethereum, les FED tokens, les Matic, les Havas, les DOT, les BTC, le VET, les Degraph, les Helium et bien d'autres, les Suisse, Solana, SAT et bien d'autres crypto-monnaies. Donc vous devez déjà connaître en regardant simplement ce top 100-ci, la majorité de ces projets pour ceux qui sont dans l'écosystème depuis. Qu'est-ce que ça vous permet de connaître? Ça vous permet de connaître déjà les leaders dans un secteur et ça va vous permettre de comprendre quels sont les potentiels secteurs où il y a encore beaucoup de choses à faire s'il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies dans ce secteur. Vous regardez Filecoin, Aave qui sont dans le même secteur se retrouvent dans le top 100. Vous pouvez donc comprendre qu'il y a certaines crypto-monnaies qui sont dans des secteurs qui sont nouveaux et qui ne se retrouvent pas peut-être encore dans le top 100. Quand on va dans l'intelligence artificielle, on peut retrouver certaines crypto-monnaies dans le top 100 aujourd'hui, comme les FED tokens, comme quelle autre crypto-monnaie qui va dans le sens de l'intelligence artificielle, il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde par exemple le secteur des oracles, vous allez voir que Pete vient entrer dans ce top 100 récemment, il vient retrouver Link, il vient retrouver Degraph qui était déjà dans ce top 100. Donc ça vous permet de comprendre les leaders. Si on va dans le marché des DEX, vous allez voir qu'il y a Uniswap qui est le leader, et qui est parmi, il y a également les crypto-monnaies comme Avalanche qui se retrouvent forcément dans ce Avas qui se retrouve également dans ce top 100 d'une certaine façon. Donc comme ils ont leur blockchain, il y a peut-être les MakerDAO qui se retrouvent également peut-être dans ce top 100. Donc là, ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est beaucoup différent dans l'écosystème crypto-monnaie. Quand on arrive dans ces crypto-monnaies-ci, on peut toujours se poser la question de savoir comment est-ce que la tokenomique de ces tokens peut influencer leur crypto-monnaie, leur prix d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a forcément un rapport entre la tokenomique d'un token ou bien d'une crypto-monnaie, que ce soit coin, que ce soit token, on appelle ça la tokenomique. Mais quel est l'impact de la tokenomique sur chacun de ces tokens? Est-ce que ces tokens-ci ou bien ces crypto-monnaies-ci qui se retrouvent dans le top 100 sont forcément les crypto-monnaies qui ont une meilleure tokenomique par rapport à d'autres projets qui ne se retrouvent pas dans le top 100? La réponse est toute simple, c'est que parfois c'est non. Et pour la plupart des cas, c'est non pour la majorité de ces crypto-monnaies. Mais réellement, qu'est-ce que c'est que la tokenomique? Comme on est sur la chaîne Elvis Konjo, on va encore vous éduquer là-dessus, que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire et que vous investissez ou bien vous naviguez dans cet écosystème en maîtrisant tous ces contours qu'il y a dans l'écosystème. Vous avez tellement posé la question sur la tokenomique et justement, on va couvrir ça dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin, tu dois encore apprendre des choses que tu ne connaissais peut-être pas. Les choses que tu connaissais déjà, ça te permet de réviser parce que la répétition, c'est la mère des sciences. Je vais commencer par dire merci à ceux qui nous soutiennent déjà pour cette idée que nous avons. Et donc, on est en train de dire, si vous aimez le contenu que nous faisons, si vous voulez nous soutenir d'une certaine façon, alors une des façons, c'est de nous aider dans la réalisation de ce projet d'éducation. Donc, il y a une description tout en bas qui vous explique un peu ce que nous voulons réaliser avec ce projet. Et donc, pour le moment, ça traîne un peu. Il y a plein de personnes qui ont dit « Enfin, on a levé ». Et on a donc réfléchi par deux fois et on a dit « Ok, on ne veut pas simplement mettre sur pied une adresse parce qu'une adresse, ce ne sera pas trop interactif. Nous sommes dans un écosystème blockchain, crypto-monnaie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas comment ils peuvent utiliser les dApp, c'est peut-être un moyen de le faire. On a donc conçu ce dApp. Vous allez simplement vous connecter avec l'un des portefeuilles de votre choix. Si vous êtes dans Trust Wallet, vous allez copier ce lien projet.elviskonjo.com. Vous allez simplement aller dans l'onglet dApp de votre Trust Wallet et vous collez ça là-bas. Et quand vous allez coller là-bas, vous choisissez le réseau BSC. On a fait le projet uniquement sur la blockchain de BSC. Donc, vous allez vous connecter donc avec votre wallet.
Vous allez donc vous connecter avec votre wallet. Et une fois que vous êtes connecté avec votre wallet, vous avez justement la possibilité de déposer ou les BNB ou bien un nombre de crypto-monnaies, le BTC, Ethereum, USDT, Shiba, Doge, le FUSD, qui est donc comme ça la liste des crypto-monnaies qu'on a sélectionnées pour justement permettre à un bon nombre de personnes de contribuer avec leurs différentes crypto-monnaies. Mais tout ça doit être sur la BSC. Une fois que vous avez fait, vous choisissez le montant, vous choisissez 1000 $, c'est une bonne chose. Et vous allez donc cliquer simplement sur soutenir. Donc là, j'ai mis 1000 $, et il n'y a pas 1000 $ dans mon portefeuille. C'est pour ça qu'il ne va pas à l'étape suivante. Mais par contre, si je prends quelque chose qu'il y a dans mon portefeuille, si c'est un token, il va approuver le contrat d'abord. Vous allez cliquer sur soutenir. Il va approuver le contrat. Et après avoir approuvé le contrat, il va simplement envoyer la transaction. Il y aura 2 transactions, c'est tout à fait normal. La première transaction approuve le contrat et la deuxième transaction envoie la crypto-monnaie de votre wallet vers le smart contract. Et donc vous pouvez tracer sur la blockchain pour voir le smart contract, les transactions qu'il y a à l'intérieur. C'est assez... on a voulu justement faire ce DApp là pour montrer qu'on peut faire les choses dans la communauté avec les wallets, avec les DApp. Et on a donc pris un peu de temps, pas beaucoup, juste un petit temps, on a mis cette application sur pied. Vous nous dites ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Ok, revenons sur les tokenomiques. Qu'est-ce que c'est que la tokenomique? Donc avant d'investir dans les crypto-monnaies, ça c'est un article de Crypto et du magazine qui est très intéressant. On va aller dans certains points justement là-dedans et vous allez comprendre un certain nombre de choses. Avant d'investir dans les crypto-monnaies, il est indispensable, je dis bien indispensable, de savoir décrypter la tokenomique d'un projet. Et donc la tokenomique, c'est tout simplement une combinaison de 2 mots. La combinaison entre le token et l'économie qui peut être adossée à ce token. Quelles sont les politiques monétaires, les politiques économiques que le projet a mis sur pied pour permettre aux porteurs du projet, aux détenteurs du projet, de pouvoir avoir de la valeur avec leur token. Vous imaginez que si je fais un token et que ça ne va servir à rien, pourquoi les gens voudraient conserver sur le long terme? Et quand les gens conservent sur le long terme, quels sont des mécanismes qui permettent naturellement au token de prendre d'abord de la valeur? Et donc, on va voir comment ça se passe et comment certains projets essayent justement de designer une bonne tokenomique et quels peuvent être les facteurs qui sont mauvais pour une tokenomique. On va aborder cela justement dans cette vidéo. Et donc, la valeur d'une crypto-monnaie résulte de l'équilibre qu'il y a donc, qui est important de conserver entre l'offre et la demande. Si à un moment donné, on a un très gros déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est tout simplement un facteur qui est directement néfaste pour la crypto-monnaie parce qu'effectivement, ça peut avoir un impact très négatif pour la crypto-monnaie. Quand il dit négatif, ça peut être positif. Si tout simplement, la demande va venir être beaucoup plus que l'offre d'une certaine façon, alors ce sera plutôt positif pour la crypto-monnaie. Et dans les 2 cas de figure, on va vous donner des exemples. Des exemples où ça peut être positif et des exemples où ça peut être négatif. Donc, dans un sens peu plus pratique, la tokenomique désigne l'ensemble des mécanismes qui entourent donc le projet des crypto-monnaies. Une tokenomique est un cahier de charges qui régit donc l'ensemble d'un protocole crypto. Sa blockchain et ses jetons, les dérivés, les staking, les gaz, mécanismes, les processus de création de ces crypto-monnaies, les processus de mise en circulation, les processus de retrait. Donc, il y a tous ces éléments-là qui entrent dans l'étude de la tokenomique d'un projet. Et comment est-il donc possible d'anticiper sur la vitesse d'adoption d'un projet et de sa crypto-monnaie? Il en résulte donc souvent de fortes volatilités de tous ces actifs justement basés sur les mécanismes qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Ok? Et donc, un facteur qui est aussi simple que ça, on va regarder, prendre quelques exemples. Donc, les projets crypto-monnaies consacrent donc des règles économiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Prenons l'exemple simple du Bitcoin. Le Bitcoin a une offre totale qui est déjà programmée dans le temps. Donc, le fait que le Bitcoin est déjà programmé la quantité qu'on peut avoir sur le temps, ça définit déjà à peu près une spéculation autour du token. Vous imaginez aujourd'hui les gens acquièrent l'or
Tout simplement parce qu'ils se disent qu'il n'y en aura plus au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et comme il y a quelque chose que les gens savent que ça a de la valeur intrinsèque parce qu'on utilise pour créer des objets que les gens utilisent au quotidien et qu'on les vend un peu plus cher, les gens vont donc spéculer sur la valeur de l'or. Les gens vont vouloir acquérir de l'or parce qu'ils se disent que c'est quelque chose qui est rare. C'est ce qu'on appelle en anglais scarcity. Donc on va créer la rareté. La rareté de l'or se fait tout simplement naturellement. La nature n'est pas infinie. Vous n'allez pas imaginer qu'il y aura toujours la forêt si vous continuez de couper les arbres. C'est impossible. Donc, c'est ce qui se passe déjà avec un montant qui est limité. Donc, quand des projets déjà disent on aura tel nombre de crypto-monnaies, ça définit déjà un peu la quantité qui y aura limite. Et donc, les gens peuvent commencer à spéculer là-dessus. Et donc, la manière donc, dont le Bitcoin crée ces tokens, ces crypto-monnaies pour les mettre en circulation, c'est par le biais du minage. Et donc, comme par le biais du minage, on dit, ok, on aura certes 21 millions, mais on ne va pas donner les 21 millions d'un coup. Et là, ça vous permet de comprendre comment la crypto-monnaie est redistribuée. Comment la crypto-monnaie est redistribuée. Et si vous comprenez ça et que c'est défini clairement, alors vous pouvez anticiper sur un certain nombre de choses. Alors vous pouvez vous projeter dans le temps et vous pouvez donc définir un peu les moments qui peuvent être excitants dans le marché. C'est la raison pour laquelle on est en train d'assister très prochainement à une excitation concernant justement le halving qui est en train d'arriver sur le Bitcoin. Vu que pendant 10 minutes, donc chaque 10 minutes, on met en circulation une quantité de crypto-monnaies qui est actuellement de 6,25 Bitcoin au mineur. Après le halving, ce sera divisé par 2. Et comme c'est divisé par 2, en 2022, tout simplement, on a émis environ 328 500 Bitcoin. Vous imaginez que si une entreprise possède déjà 328 Bitcoin en 2022, ça veut dire qu'elle détient toute la quantité de Bitcoin qui ont été minés en une année. Donc toute la quantité qu'on a minée, que les mineurs ont récupéré pendant une année. Et vous me dites en commentaire, est-ce qu'un mineur peut directement vendre sa crypto-monnaie? Vous me dites ça en commentaire. Est-ce qu'un mineur, une fois qu'il a récupéré ses bitcoins, il peut directement vendre ses bitcoins? Vous me dites ça en commentaire. Donc, il va donc récupérer, il va donc pouvoir avoir une grande quantité qui est donc toute la quantité qui a été minée en un coup. Et là, qu'est-ce que ça vous donne comme information? Ça vous dit, plus les gens en conservent, moins il y aura en circulation. Aussi simple que ça. Et il y a une autre vidéo que je vais vous expliquer les principes de fonctionnement du marché. Quelles sont les lois qui régissent le marché? Il n'y a pas que l'offre et la demande, il y a également d'autres éléments qui régissent, d'autres lois qui régissent le marché. On va donc apprendre les lois de Wyckoff sur le marché. Donc, ne ratez pas cette vidéo-là, ça va également paraître ces derniers temps. Et donc, si on essaie de faire les projections avec le Bitcoin et qu'on regarde un peu la quantité qui sera émise, qui sera divisée chaque 210 000 blocs, qui est équivalent d'une certaine façon à 4 ans, on va donc arriver en 2140 où la quantité de Bitcoin qui sera mise en circulation sera tellement minime, donc tellement inférieure, tellement presque pas en fait un Satoshi. Donc ce sera environ un Satoshi. Et s'il y a un Satoshi qui est donné à un mineur en 2141, avec les quantités de puissance qui continuent d'augmenter sur le réseau, qui n'est pas forcément vrai, parce que la puissance se régule sur le marché Bitcoin. Quand les gens voient que la puissance devient très forte, il y a certains mineurs qui trouvent que ce n'est plus rentable, ils débranchent les machines. Et quand ils débranchent les machines, la quantité va donc, de puissance va donc baisser, et ce sera donc encore plus facile pour ceux qui sont là de miner les bitcoins. Et dès que les gens vont encore voir que c'est intéressant, ils vont encore rebrancher les machines et ça rééquilibre comme ça d'une certaine façon. Pour ne pas rendre cette vidéo très longue, je vais éviter cette partie-là pour qu'on entre effectivement dans le vif de la tokenomie, qu'on reste uniquement dans ce sillage-là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Et donc, la tokenomie du Bitcoin inclut également les conceptions sur les frais de transaction. Premier élément, on définit déjà quelle est la quantité qui sera émise. Et en plus, on dit, ok, à chaque fois que vous allez faire une transaction, vous devez payer des frais de transaction pour permettre aux mineurs de valider vos transactions. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens, s'ils veulent utiliser le réseau,
doivent automatiquement posséder le Bitcoin. Parce que si on n'a pas besoin de frais de transaction pour effectuer des transactions sur la blockchain du Bitcoin, qui va donc acheter les Bitcoins? On va acheter pour faire quoi avec? Puisqu'on va donner aux mineurs, les mineurs vont revendre. Et s'il n'y a pas derrière un mécanisme pour absorber justement les crypto-monnaies qui sont données aux mineurs, les autres ne vont pas vouloir acheter. Et donc pour permettre que les gens achètent le Bitcoin, ou bien qu'il y ait des personnes qui veulent le Bitcoin, pas forcément acheter, mais qu'il y ait des personnes qui veulent le Bitcoin non seulement pour miner, il faut également un autre moyen en dehors du minage pour permettre que les gens justement puissent spéculer et rentrer et utiliser le réseau. Alors, on va dire les frais de transaction. Et ces frais de transaction-là sont conçus pour augmenter la mesure, sont conçus pour augmenter à mesure que la taille des transactions et de la congestion du réseau augmente. Donc, elle donc a prévenu des attaques de spam et ainsi donc les mineurs à continuer de valider les transactions. Parce que s'il n'y a pas de mécanisme pour dire ce que tu viens de faire, tu peux être pénalisé ou bien tu dois payer cher pour ça, ben les gens vont faire tout et n'importe quoi sur le réseau parce que ça ne coûte rien. Et alors, pour éviter ça, les gens vont payer des frais de transaction. Donc, si tu fais des bêtises, tu perds de l'argent. Tu fais des bêtises, tu perds de l'argent. Tu fais une fausse transaction, tu perds de l'argent. Ça permet aux gens d'être plus vigilants. Ça permet aux gens de dépenser leur argent beaucoup plus minutieusement et de faire uniquement ce qui est beaucoup plus ce qui est intéressant et ce qui est rentable. Bref, la tokenomique du Bitcoin est donc simple et ingénieuse. C'est la plus simple des tokenomiques qui existe et c'est donc ingénieux d'une certaine façon. Et c'est tout transparent, tout ton mécanisme est transparent et c'est défini comme ça dans un seul white paper. Et donc les éléments de tokenomics, il y en a tellement. Il y en a tellement. Prenons par exemple le BNB. Le BNB a également une tokenomique. Tous les tokens ont une tokenomique. Il n'y a aucun token qui n'a pas de tokenomique. Vous allez donc me demander quelle est la tokenomique de Shiba Inu, quelle est la tokenomique de Dogecoin, quelle est la tokenomique de PP. Si tu n'as pas de tokenomique, ça veut dire que tu en as. C'est un peu comme dit, si tu ne sais pas que tu sais, tu sauras. Si on dit que, en fait, quelqu'un qui ne sait pas sait déjà, parce que s'il dit qu'il ne sait pas, ça veut dire qu'il sait au moins ce qu'il ne sait pas. Et donc, il sait quelque chose. Donc, si tu n'as pas de tokenomique, alors tu as forcément de tokenomique. Et donc, si tu n'as pas pensé à tous ces éléments-là, et que c'est simplement le marché, et que c'est simplement l'État, je ne sais pas trop quoi, alors c'est inclus dans ta tokenomique que tu n'as pas pris la peine de concevoir minutieusement. Aussi simple que ça. Ok? Donc, le BNB, elle a limité sa part à 200 millions. Donc, c'est 200 millions qu'on aura maximum en circulation de BNB. Mais on va voir par la suite que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a d'autres éléments qui vont entrer en jeu dans la tokenomique du BNB. Et on va revenir donc sur l'article des crypto-édus. On a donc quelques éléments qui impactent la tokenomique. La première chose, c'est l'offre. Quelle est la quantité en circulation? Quelle est la quantité qu'on peut jamais avoir de crypto-monnaies en circulation? C'est ce qu'on va appeler le max supply. Le maximum supply, c'est différent de l'offre en circulation parce que dans le cas du Bitcoin, on voit que c'est 21 millions. Mais comme c'est 21 millions, les 21 millions ne sont pas sur le marché d'un coup. Ce qui est sur le marché, c'est ce qu'on appelle donc la total supply. Ou bien circulating supply, la quantité en circulation. Qui est différente donc et qui est différent. Si on va dans le cadre du Bitcoin, on va voir par exemple que ici, on a ces éléments où le max supply ici c'est 21 millions. Le total supply qu'on peut avoir en totalité, c'est 21 millions. Et la quantité en circulation, c'est 19 millions. Donc, si on essaye de regarder un peu les 19 millions et les 21 millions qu'on veut avoir, il y a moins de 1,4 million de Bitcoin qui seront encore créés. Et là, présentement, on est à 300 quelque chose de 1000 de Bitcoin par an. Vous voyez qu'en 4 ans, on va créer 300 fois 4. Près de 1000 quelque chose de Bitcoin. 300 000 quelque chose, si on fait x4, 300 000 x4, ça fait presque combien de millions? 1 million. Mais sauf que ça ne sera pas comme ça. On va diminuer l'année prochaine. Donc il y aura plutôt 100 quelque chose de 1000. Et après, on va diminuer encore après 4 ans. Après 4 ans, on va encore diminuer. C'est pour ça que la quantité en fait, ne chute pas directement d'un coup. On ne met pas directement une grande quantité d'un coup dans le marché. Donc, ça, c'est la quantité en circulation.
le max supply, circulating supply, total supply. Il y a donc des crypto-monnaies qui vont avoir des mécanismes différents de mise en circulation. Les crypto-monnaies, par exemple, qui sont en proof of stake, on a deux mécanismes généralement de création des crypto-monnaies. Il y a ce qu'on va appeler les fair launch. Ok, tac, 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 je regarde ici. Il existe de nombreux autres mécanismes d'utilisation des crypto-monnaies. Les jetons de gouvernance, par exemple, on peut utiliser les tokens pour les gouvernances. On dit, ok, nous, on va mettre un token, mais le token va être utilisé quand il va falloir prendre des décisions dans le protocole pour voter par rapport aux modifications apportées dans le protocole. Les stablecoins sont conçus pour être utilisés comme monnaie et ces jetons de sécurité, quant à eux, représentent des actifs financiers. Par exemple, une entreprise pourrait émettre des actions symboliques. Et ces tokens symboliques-là, ce sont simplement des représentations de quelque chose qui vous promet ou pas des résultats sur le long court, moyen terme, par exemple. Okay? Comme par exemple, là, présentement, sur notre application, quand tu envoies $1, on va te donner 1000 EDST. Que veut dire EDST? C'est simplement Education Simple Token. Donc, on veut créer une plateforme d'éducation simple. Et on a donc mis ce mécanisme ici. Dès que tu envoies $1, on va te donner 1000 ESDT. Mais tout simplement, ce n'est pas un token qui est designé pour avoir une certaine tokenomique limite. Parce qu'au fur et à mesure que les gens vont contribuer, le token sera créé. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de max supply, il n'y en a pas. D'accord? Quelle est l'utilité qu'il y aura au token présentement? Zéro. Il n'y a pas d'utilité à ce token actuellement. Ça ne sert à rien actuellement. Donc c'est simplement un ticket. C'est simplement une preuve de participation. C'est simplement quelque chose qui dit, ok, voilà un droit de propriété de quoi? Bon, même là maintenant, ce n'est pas un droit de propriété. Mais il peut y avoir des tokens qui sont designés pour être des droits de propriété. Ok? Et il y a donc deux mécanismes pour mettre les crypto-monnaies en circulation. Le premier mécanisme, c'est au travers des fair launch. Fair launch, ça veut dire que la crypto-monnaie s'est lancée sans qu'on ait donné les crypto-monnaies à quelqu'un à l'avance. Exemple du Bitcoin. Le Bitcoin, quand il s'est créé, on n'a pas dit bah, telle personne a droit à telle quantité de Bitcoin en avance. Non. Personne n'avait le droit de quoi que ce soit à l'avance quand le Bitcoin a été créé. Chacun pouvait, quand ça a été créé, brancher sa machine, miner et avoir les bitcoins. Tu apportes quelque chose au réseau et le réseau te récompense. Et plusieurs crypto-monnaies font ça, mais très peu le font actuellement parce que plusieurs personnes vont faire la levée de fonds. Et quand ils font déjà des levées de fonds, on appelle ça les pre-mines, les crypto-monnaies qui sont pré-minées. Le Bitcoin, Ethereum, ça tombe dans cette même catégorie. Les crypto-monnaies qui ont été vendues avant d'être créées. Et donc, quand une crypto-monnaie, est-ce que c'est bien quand c'est fair launch? Est-ce que c'est bien quand c'est pre-mine? Ça ne dépend pas uniquement de ce facteur d'être vendu avant ou bien d'être vendu, d'être mis sur le marché et chacun peut prendre quand il peut avec les mécanismes soit de staking. Bon, pour staker même déjà, il faut avoir. Ok? Donc, ce facteur à lui seul ne suffit pas pour définir si une crypto-monnaie est bien ou pas. Il y a d'autres éléments dont on a déjà vu jusqu'à présent qui est comme ça. La quantité en circulation, la quantité maximale qu'il y aura et quelques petits éléments dont on va continuer de voir par la suite. Ok? Donc, il y a un autre élément qui est assez important, l'inflation du token. Quelle est l'inflation de ce token? L'inflation du Bitcoin est connue. L'inflation du Bitcoin, ça arrive chaque 10 minutes. À chaque 10 minutes, les bitcoins sont mis en circulation. Chaque 10 minutes, une quantité de bitcoins arrive sur le marché. Donc cette inflation peut être calculée tout au long de l'année. Et on voit que dans le cadre du bitcoin, on est à environ 1,2, 1,8, environ 2% annuel. Et ces 2% annuels, ça va baisser au fur et à mesure que le temps passe. Au fur et à mesure que le temps passe, l'inflation diminue et on va arriver à un moment donné où ça va être totalement figé. Il n'y aura plus de création du Bitcoin, mais on aura plutôt tendance à voir le Bitcoin être déflationniste. Parce que les gens vont perdre les wallets, les gens vont faire des mauvaises manipulations, il y aura des crypto-monnaies qui seront dans des endroits où ça ne sera plus accessible.
Et donc, ces crypto-monnaies qui ne seront plus accessibles là, en réalité, ça réduit la quantité réellement en circulation. Et quand vous faites ces petites analyses, vous pouvez un peu vous faire des projections. Parce que ce sont des éléments qui vont impacter carrément l'offre et s'il y a une certaine façon la demande qui suit, vous-même vous faites vos propres projections là-dessus. Donc, l'inflation d'un token est assez importante. Quand on va par exemple sur Token Unlock et qu'on voit certaines crypto-monnaies qui vont être libérées, ça veut dire que la libération des crypto-monnaies, c'est l'inflation de ces crypto-monnaies. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont dit on va vous donner telle quantité de crypto-monnaies, mais on ne va pas vous donner tout d'un coup. On va vous donner progressivement. Que ce soit les SUI, certaines crypto-monnaies comme SUI vont être libérées jusqu'en 2083. Jusqu'en 2083. Donc ceux qui ont participé au airdrop ou bien à l'achat de quoi, ou bien qui sont les porteurs du projet, ainsi de suite, la quantité qu'on va leur donner de crypto-monnaies, ça ne sera pas donné d'un coup, ça sera libéré progressivement et ce pendant une longue période. Pourquoi? Parce que ça évite que les gens prennent la crypto-monnaie d'un coup et ils partent te dumper sur le marché. Ils partent te revendre sur le marché parce que le prix est intéressant maintenant et donc ils ont la possibilité d'en avoir et ils vont donc revendre. Il y a plusieurs mécanismes là-dessus. Certaines crypto-monnaies vont faire en sorte que vous prenez la crypto-monnaie, vous partez bloquer d'abord dans le protocole qui sont majoritairement en proof of stake. Et parce que vous stakez, on vous donne une quantité de ces crypto-monnaies progressivement. C'est ce qui se passe sur Ethereum. Sur Ethereum, quand vous avez vos Ethereum, pour empêcher que les gens vendent et qu'ils sécurisent le réseau, vous allez donc staker votre crypto-monnaie et on va vous donner, en fonction de votre poids, en fonction de ce que vous avez staké, vous allez avoir une certaine récompense chaque temps. D'accord? Et donc, est-ce que la récompense en staking est sûre? La réponse est oui, d'une certaine façon, dans la mesure où il y a ce qu'on appelle les époques. Et dans une époque, par exemple, un même validateur ne peut pas être choisi deux fois. Donc ça, c'est un mécanisme dans lequel je ne veux pas entrer. Donc c'est pas que celui qui a le plus de crypto-monnaies stakées dans le protocole, c'est toujours lui qui a le plus de chances d'être choisi. Non, dans une époque, il a le plus de chances. Mais quand on sort de cette époque, quand il a déjà été choisi dans une époque, il ne peut pas valider encore les transactions dans cette époque jusqu'à ce qu'une autre époque arrive. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc bref, c'est discutable là-dessus. On peut débattre parce que certaines personnes peuvent avoir plusieurs nœuds de validateurs alors que c'est derrière la même personne. Bref, je ne vais pas entrer dans ces détails. J'étais dans une discussion avec des personnes où on essayait un peu de voir comment est-ce qu'on peut designer des mécanismes qui sont beaucoup plus décentralisés parce que là, présentement, les mécanismes de validation sont encore centralisés. Comment on peut avoir des mécanismes de validation des transactions beaucoup plus décentralisés? Ça, c'est un gros problème dans l'écosystème crypto-monnaie dont je ne veux pas entrer pour le moment. Mais je dis tantôt que le fait que les crypto-monnaies se libèrent, vous devez vous poser une question assez fondamentale. L'offre qui arrive sur le marché, est-ce qu'il y a une demande conséquente pour absorber cette offre-là d'une certaine façon? Et j'ai fait une vidéo où je vous expliquais quels sont les impacts de la libération des tokens sur le prix des crypto-monnaies. Et il a été montré à plusieurs reprises que 15 jours avant la libération des crypto-monnaies, le token pompe d'abord et ça dump immédiatement, maximum au plus 15 jours après qu'on est arrivé dans le marché. Et ça dump parfois de près de 50% 15 jours après que le token a subi la libération, peut-être pour acheter plus tard. Donc les personnes qui veulent même conserver le token sur le long terme voient en cela une opportunité de vendre avant la libération et de racheter après la libération parce qu'ils vont acheter moins cher. Et quand vous comprenez dans ces mécanismes-là et que vous pouvez anticiper sur ces événements-ci, vous avez donc la possibilité de vous projeter sur le long terme et d'ajuster votre portefeuille. D'accord? Et donc, vous devez vous poser une seule question, une question encore fondamentale quand on arrive dans un marché et qu'on analyse la tokenomique. Est-ce que la tokenomique est faite en sorte que les personnes veulent conserver le token sur le long terme? Qu'est-ce qui motive les personnes à conserver ce token sur le long terme? Vous avez vu par exemple récemment le cas de Uniswap. Uniswap récemment, ils ont dit, ça faisait longtemps que on avait un protocole de finances décentralisé et donc les personnes qui participaient à ce protocole
n'avaient pas trop grand-chose comme revenu parce qu'ils avaient les unis. Ceux qui avaient les unis, le token ne servait pas à trop grand-chose avec le protocole. Maintenant, ils ont dit, et c'est ce que les PancakeSwap ont fait depuis, donc ils sont en train de faire ce que les PancakeSwap ont fait depuis. Ils ont dit, vous avez le token, et maintenant, parce que vous avez le token, on vous donne une récompense sur l'activité qui se passe sur le réseau. Et donc, plus il y a de l'activité sur le réseau, plus les personnes qui ont le token sont récompensées. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser les personnes à avoir le token uni. Et même pas simplement à posséder le token uni parce qu'ils vont simplement avoir sur l'activité, mais également ils peuvent aller fournir la liquidité pour être un fournisseur de liquidité. Ça, ce sont des mécanismes qu'on est en train de mettre en place pour donner de la valeur au token, pour augmenter l'économie de ce token. La tokenomique, c'est l'économie du token. L'économie du token, c'est token et économie. La token métrique, c'est sur les distributions. Comment le token est reparti? Qui sont ceux qui possèdent le token? Ils possèdent quelle quantité du token? Ok? Et donc, c'est là où on va beaucoup plus entrer en détail sur la tokenomique, sur les livraisons, quand est-ce que ça va arriver, quelle quantité va être débloquée, ainsi de suite. Et vous pouvez suivre les quantités qui seront bloquées sur DropTap, dans l'onglet Vesting. Et dans l'onglet Vesting, vous allez voir qu'il y a un bon nombre de choses. HoloRide va être libéré. Il y a une quantité qui va arriver dans 7 heures de temps. Et ça va faire comme ça en quantité 80% de ce token qui seront libérés. Et comme ce seront 80% de ce token qui seront libérés, vous imaginez que si le token est libéré de 100%, alors il n'y a que la quantité de crypto-monnaies qui est déjà sur le marché qui peuvent donc servir aux besoins qu'on aura et qui seront développés par la plateforme. Et donc s'il y a des choses, des produits intéressants que la plateforme délivre par la suite, vous imaginez très bien que ce ne sont pas les nouveaux tokens qui vont arriver pour alimenter ces nouveaux services-là. Non, ce sont les mêmes tokens et donc la demande peut augmenter. Et c'est donc pour ça que certains projets vont libérer tous les tokens et le token peut d'abord chuter très drastiquement parce qu'on a libéré tous les tokens et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils créent maintenant des mécanismes de prise de valeur de leur token en mettant au plus de services. En mettant au plus de services et en rajoutant ce qu'on va voir par la suite, qui est donc le burn. Le burn, c'est un mécanisme qui est utilisé beaucoup dans des projets aujourd'hui. On va dire, ok, on a émis une quantité de crypto-monnaies on sait que la quantité de crypto-monnaies n'est pas la moindre. Il y a une bonne quantité de crypto-monnaies qui est quand même émise sur le marché. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, pour récompenser les personnes qui détiennent le token, on va donc faire une activité sur la plateforme, en fait sur notre plateforme, qui va donc consommer le token. Et ces tokens-là que l'application consomme, on ne va plus les remettre en circulation. On ne va plus les remettre en circulation parce que ce sont des tokens qui ont déjà été utilisés. Et comme ces tokens ont été utilisés et que les personnes ont déjà bénéficié du fait qu'ils ont eu le token d'une certaine façon, je prends un exemple simple. Tu as eu le staking. Il y a le staking, tu as bloqué tes crypto-monnaies dans le staking, on t'a donné encore la crypto-monnaie et maintenant ces crypto-monnaies qu'on t'a données, on va créer une plateforme de trading où quand tu vas trader, on va dire une partie de tes frais c'est payé par exemple avec le token. On sait que le token que tu as eu, soit tu l'as acheté, soit tu l'as eu gratuitement. Et on va donc prendre une partie de ce que tu payes et on dit ok, ça c'est ce qu'on t'a peut-être donné et alors on ne va plus le remettre en circulation. On va donc mettre ça de côté parce que c'est un token qui a déjà servi et donc ça a déjà apporté de la valeur d'une certaine façon par rapport au service que tu as consommé. Donc ça t'a déjà apporté de la valeur. On va simplement le mettre de côté. Et comment le mettre de côté? On va cumuler certains projets ont des mécanismes différents. Dans le cadre de PancakeSwap, ils vont cumuler cela et ils vont brûler après peut-être un certain nombre de temps. Je pense dans le cas de PancakeSwap, ils brûlent chaque semaine. Et certaines personnes ont proposé qu'on brûle directement à chaque bloc, à chaque transaction. Mais bon, bref, là, ça va dépendre. Dans le cas de Binance, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont brûler chaque trimestre. Donc, Binance a pour projet de réduire donc sa quantité de BNB de moitié. Donc, bien qu'il y aura donc 200 000 millions plutôt de BNB qui seront créés, Binance a pour intention de brûler la moitié.
Donc en réalité, à la fin, il n'y aura que maximum 100 000 BNB en circulation. Et les 100 000 BNB en circulation, ça fait environ 5 fois la quantité de Bitcoin qu'il y aura en circulation. Vous imaginez que si on fait certaines personnes peuvent essayer de faire une certaine métrique et ils essaient un peu de se prolonger et ils se disent s'il y a 5 fois moins et que c'est peut-être à valeur égale, ok, ça veut dire que le prix du Bitcoin doit être approximativement 5 fois le prix du BNB. Donc tu prends le prix du Bitcoin, tu divises par 5 pour essayer d'approximer et de faire une projection sur le prix du BNB, ce qui te donne un BNB autour de 10 000 $. Et si le BNB est autour de 10 000 $, ça veut dire que là, présentement, à 300 $, c'est quelque chose qui a encore un fort potentiel. Parce qu'on est à plus de x10. x10, on serait à 3 000. x20, on serait à 6 000. x30, on serait à 9 000. Donc, le BNB pourrait avoir un potentiel de x30 encore dans le long terme. Si le Bitcoin passe à 100 000, ça fait environ quelque chose de 20 000 $ par BNB. Et donc, vous essayez de vous faire ces projections-là. Bitcoin x2, alors il faudrait que derrière l'autre fasse x5 pour essayer d'être au même niveau. Et donc, les gens commencent à spéculer là-dessus. C'est pour ça que quand vous connaissez la token métrique, la token économique, vous couplez tous ces éléments-là, alors vous êtes paré d'une certaine façon pour pouvoir spéculer et analyser beaucoup mieux les projets. Donc, quelques éléments encore qui entrent dans la tokenomique. On a parlé déjà des mécanismes de brûlure. Les mécanismes de brûlure sont beaucoup utilisés dans des projets aujourd'hui. Quand on voit par exemple PancakeSwap, c'est ça, ils vont brûler une partie. Certains projets vont maintenant mettre des mécanismes de taxes. Parce que la taxe, c'est effectivement pour pénaliser un certain nombre de personnes. Et non pas pour récompenser les personnes qui font l'activité. Parce que la brûlure, ça récompense les personnes qui font l'activité. Alors que dans le cas de la taxe, ça pénalise plutôt les personnes qui font de l'activité. Et vous devez comprendre ces mécanismes-là. Mais tout ça, ça a pour objectif le même de réduire la quantité en circulation. Dans certains mécanismes, dans certains projets, ils vont faire le buyback. Ils vont dire, ok, le protocole nous a généré tel nombre de bénéfices, par exemple, et ce nombre de bénéfices, au lieu de garder simplement ça pour les porteurs du projet ou bien développer le projet, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une partie de nos propres tokens et racheter nos propres tokens. Et ce qu'on va racheter nos propres tokens avec, on va donc brûler ces tokens qu'on va racheter sur le marché. Et c'est ce que Binance fait. Non, Binance collecte plutôt les frais de transaction que les gens payent en BNB et vont à un moment donné brûler. Donc quand ils rachètent la quantité de crypto-monnaies qu'il y a sur le marché, vous imaginez qu'ils sont en train de réduire l'offre. Et comme ils sont en train de réduire l'offre, qu'est-ce que ça fait? S'il y a une demande ne serait-ce que minime de ce projet, alors ce projet performe. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le cadre du BNB. La quantité va être diminuée et les gens sont en train de spéculer que ça peut être la crypto-monnaie ou bien la monnaie du futur. Si c'est la monnaie du futur avec les inflations qu'on a de par le monde entier, on parle d'environ 16% d'inflation dans la zone CEMAC au Cameroun. On parle de 16% d'inflation en 2 ans. Vous imaginez que comme ça sur 10 ans, alors un bien qui valait quelque chose comme 50 000, ça va valoir 100 000 dans 5 ans, dans 10 ans environ, parce que ça va presque doubler. Donc bref, les gens sont en train de se projeter, ça va quitter de 50 000 à 75 000 environ parce qu'il y aura près de 50% qui auront augmenté là-dessus. Donc, et si on est en train de se projeter là-dessus, ça veut dire que l'argent doit migrer vers quelque chose qui est plutôt scarce, qui est plutôt rare. C'est pour ça que les gens achètent l'or. C'est pour ça que les gens achètent les métaux précieux. C'est pour ça que les gens achètent les voitures parfois très chères. Les gens achètent les maisons, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils achètent ces objets rares, ces choses rares pour éviter de subir cette inflation-là et que cette inflation se répercute sur les biens. Parce que au lieu de mettre ton argent en banque, tu achètes une maison. Quand le loyer va augmenter, ça fait que ça absorbe l'argent que tu avais peut-être investi dans l'immobilier et ça revient plutôt chez toi. Par rapport à si tu avais laissé en banque, tu aurais subi cette inflation tout simplement. Parce que si tu as 100 000, tu mets en banque et qu'il y a une inflation de 5%, de 10%, tes 100 000 valent 90 000. Mais par contre, si tu as mis dans une maison, le prix du loyer va quitter de 100 000 à peut-être 110 000. Alors tu as absorbé ces 10% là parce que tu as mis ton argent dans quelque chose qui a
plutôt rare en fait d'une certaine façon. Donc, et c'est comme ça que les gens essayent de faire pour préserver leur richesse, leur patrimoine sur le long terme. Donc ça, c'est un mécanisme qui est assez intéressant. Le vesting, c'est également un mécanisme qui est assez intéressant pour pouvoir permettre de ne pas libérer les tokens tout d'un coup. On va dire, on va vous donner les tokens, certes, mais on ne va pas vous donner d'un coup. On va vous donner progressivement. Et comme on va donner progressivement, c'est le cas du Bitcoin par exemple, ça fait que les gens peuvent donc commencer à spéculer par rapport à ce qu'on a vu sur les quantités et les montants qui seront libérés chaque fois. Et au fur et à mesure que c'est libéré, sur le projet a déjà connu assez d'enthousiasme et a déjà développé des choses qui sont assez intéressantes. Alors, cette inflation qui va arriver va être facilement consommée. Et c'est le cas du Bitcoin. Malgré que ça, on crée chaque jour, on est quand même en train d'aller vers une prise de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de l'enthousiasme, il y a de la consommation, les gens qui viennent, les gens ont de l'activité en fait, et du coup, ce qui est émis dans le marché n'est pas assez suffisant pour décourager les personnes qui sont là parce qu'il n'y en a pas forcément trop. D'accord? Donc, si on est sur un protocole qui a de l'activité, l'inflation ne va pas être quelque chose d'assez néfaste pour le projet. Au contraire, ça peut plutôt permettre de le diluer un peu et permettre à plusieurs personnes de rejoindre le projet aussi d'une certaine façon parce que souvenez-vous toujours, ça baisse toujours un peu à la libération et ça remonte. Donc c'est une occasion pour certaines personnes de prendre la crypto-monnaie en solde si c'est justement des projets qui ont un fort potentiel et que les gens veulent plutôt conserver sur le long terme. Je ne veux pas être très long, ces vidéos commencent déjà à être très longues, mais dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as appris quelque chose sur la tokenomique? Est-ce que tu as dorénavant les clés et que tu es outillé pour pouvoir justement analyser certains projets? Une bonne tokenomique peut permettre clairement de faire en sorte qu'un projet explose, comme une mauvaise tokenomique peut faire en sorte qu'un projet meure aussi rapidement. Je prends un exemple tout simple et je vais m'arrêter sur cet exemple-là. Deux projets, un qui vous donne 1% de sa crypto-monnaie chaque jour dans un protocole de staking et un autre projet qui vous donne au début 10% et après vous donne quelque chose comme 0, quelque chose de pourcent par jour. Selon vous, lequel de ces projets va aller sur le long terme si ces deux projets fournissent le même service? Dites-moi cela en commentaire de cette vidéo. Les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'ici et qui vont répondre correctement auront un cadeau. Porte-toi bien. Ciao.